Donc bonjour à tous, je suis Benoît Delmas, je suis conseiller à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Je suis animateur de l'IRD pour la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Donc on m'a chargé aujourd'hui d'introduire un peu le webinaire qui va toucher sur la mise en place du pâturage tournant. Donc ce webinaire il s'inscrit dans les journées IRD élevage qui auraient dû avoir lieu en présentiel le 20 octobre à Albi. Donc, le matin, nous avons organisé une journée le 20 octobre, enfin un webinaire sous forme de conférence. Et les ateliers qui étaient prévus l'après-midi ont été tous déclinés en webinaire. Donc aujourd'hui, c'est le premier webinaire correspondant à l'atelier sur la mise en place du pâturage tournant qui sera animé par Sandra Freysigne et Carole Mérienne qui se présenteront au fur et à mesure. Donc, elles ont prévu une présentation qui devrait durer quasiment 1 heure. Donc, c'est pour ça que le webinaire devrait déborder, certainement, on s'en excuse un petit peu, vers midi et quart, on devrait terminer. Donc, on laissera un temps de questions, au moins d'un quart d'heure à la fin du webinaire. Pour poser des questions, vous avez un onglet sur votre droite pour pouvoir les poser par écrit. Parce qu'on est trop nombreux pour donner la parole à tout le monde. Donc, je vous laisse poser des questions au fur et à mesure des présentations et Carole et Sandra les répondront à la fin. Donc, je laisse la parole à Sandra. Donc, bon webinaire et à tout à l'heure. À toi, Sandra. Merci. Merci, Benoît. Bonjour à tous et donc bienvenue sur ce webinaire sur le pâturage tournant. Je suis Sandra Freysigne, conseillère en agronomie et fourrage à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron depuis bientôt 1 an. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagnée de Carole Mérienne de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne pour vous présenter la méthode du pâturage tournant. Bonjour. Alors, oui. Benoît. Non, c'est tout, je disais bonjour, Sandra. Du coup, comment va se dérouler l'atelier d'aujourd'hui? Donc, on va voir dans une première partie la méthode du pâturage tournant et dans une deuxième partie, nous verrons des résultats technico-économiques d'exploitation qui ont mis en place le pâturage tournant. Donc, tout d'abord, on va vous faire participer par le biais d'un petit sondage. Je vais afficher le sondage. Normalement, le sondage est ouvert. Je ne sais pas si c'est bon. C'est bon. Du coup, vous pouvez répondre au sondage. Donc, quels sont les principes du pâturage tournant? Je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas d'affiché à ma fenêtre. Alors, vous avez plusieurs réponses possibles. Vous pouvez mettre plusieurs réponses possibles. Donc, voilà, on va attendre que tout le monde se mette. Donc, c'est bon, tout le monde a voté. Je ferme le sondage et je partage tous les résultats que je ne vois pas. Comment ça se fait, Benoît? Alors, moi, je le vois. Je peux te... Oui. Tu n'as pas la réponse sur ta droite? Attends. Non, mais je les vois pas. Je les vois pas. Ah, si. Oui. Alors, attendez. Excusez-moi. Donc, pour vous, en majorité, donc, le pâturage tournant, c'est optimiser la valorisation de l'herbe, valoriser une herbe de qualité. Et puis, à 60%, on est sur un délai de retour de 21 jours sur le paddock. Et pour 50% d'entre vous, c'est respecter le cycle des plantes. Donc, on va pouvoir répondre en fait à cette question dans la présentation. Voilà. Donc, on reprend la présentation. Je vais masquer le sondage avant. Pardon. Alors, du coup, on va commencer la première partie sur la méthode du pâturage tournant. Et donc, pour arriver à mettre en place le pâturage tournant dans une exploitation, il faut bien comprendre comment pousse l'herbe. Après, il faut comprendre comment on va calibrer et organiser notre pâturage
fondamental d'exploitation. Et ensuite, on va voir quels outils on a à notre disposition pour piloter au mieux le pâturage tournant. Donc, tout d'abord, quelques rappels au niveau de la physiologie des graminées. Donc, les graminées, au début, sont dans une phase végétative, c'est-à-dire qu'elles vont produire des feuilles et des pétales. Elles vont, durant cette phase, accumuler des réserves. Et c'est durant aussi cette phase que les feuilles sont les plus digestibles et de qualité et de meilleure qualité. Ensuite, donc, on va avoir l'initiation florale qui va, en fait, par la vernalisation, autrement dit, le besoin de froid et la durée des jours qui va augmenter, les graminées, les tales, en fait, vont passer d'une phase végétative à une phase reproductive, où là, les tales vont commencer à monter, former des épis, et donc ça va entraîner un arrêt de talage des graminées. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une forte baisse de la qualité et de la digestibilité des feuilles. Donc, au niveau du pâturage, l'objectif, ça va être d'être au maximum dans une phase plutôt feuillue, donc avoir de l'herbe feuillue. Et pour ça, il faut qu'on pratique l'étêtage, c'est-à-dire supprimer les ébauches d'épis quand ils sont à 5-15 cm dans la gaine. Donc ici, on peut voir une tale de graminées, donc d'un verglas. Et il faut savoir que les tales, en fait, sont composées de feuilles. Et une feuille, c'est un limbe, la partie supérieure, et une gaine. Et le tout, ça fait une feuille. Et les graminées vont, elles, en fait, pousser par cycle. Donc, en fait, chaque tale va émettre, à chaque fois que sur un tale, on va avoir une feuille qui devient adulte, une autre feuille va émerger. Alors que dans les légumineuses, on est plutôt sur des pousses de manière continue. Et en fait, chaque espèce va pouvoir posséder sur un tale un nombre de feuilles vivantes, c'est-à-dire vertes, au maximum. Par exemple, pour le cas du riz gras, on peut avoir au maximum 3 feuilles vertes sur un même tale. On peut le voir sur le schéma. La feuille numéro 4 est en train d'émerger et la feuille numéro 1 est en train de rentrer en sénescence. Donc en fait, avec le pâturage tournant, du coup, le but, ça va être de valoriser le maximum de limbes et donc d'éviter de perdre de la biomasse par la sénescence des feuilles. Donc essayer de rentrer le plus tôt possible dès que les plantes sont prêtes à être pâturées. Ensuite, un deuxième principe, c'est de manger que les limbes, donc que la partie supérieure, et de ne pas manger, de ne pas toucher la gaine, parce que c'est une zone de réserve pour les tales. Ensuite, une fois qu'on a mangé nos tales, il est important en fait de respecter un temps de repos pour que la graminée en fait revienne à un stade pâturable, c'est-à-dire qu'elle ait pu reconstituer ses feuilles et également réaccumuler ses réserves et elle pourra également produire des racines une fois qu'elle aura réaccumulé ses réserves. Si on intervient en fait trop tôt par rapport au stade de la plante, si elle n'est pas encore, si elle n'est pas revenue à un stade pâturable, si on intervient trop tôt, elle n'aura pas réaccumulé ses réserves et du coup on va venir la solliciter alors qu'elle n'aura pas fini de refaire ses réserves et du coup elle va devoir puiser dans ses réserves, elle ne pourra pas émettre de nouvelles racines et donc on va l'affaiblir. Ensuite, une autre règle, c'est de respecter en fait, ne pas rester plus de 3 jours sur le même paddock. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, au bout de 3 jours, les tales vont commencer à repousser. Et donc, ces repousses vont être plus appétantes que certaines autres plantes qui peuvent avoir dans le parcelle, qui sont à un stade plus avancé, plus âgé et donc moins appétantes. Donc, on peut avoir l'apparition de reflux. Et donc, si elles remangent ces repousses plus appétantes, on va créer du surpâturage. Donc, on va affaiblir nos plantes. Et de manière plus globale, on va affaiblir notre prairie. Donc ici, on a sur ce graphique, on peut voir une courbe de croissance donc, réalisée en Auvergne entre 2008 et 2013 sur des mesures de hauteur d'herbe. Sur l'axe des abscisses, on a donc le temps. Et sur l'axe des ordonnées, en fait, on a un peu le JMQ des prairies, c'est-à-dire la quantité de matière sèche que peut produire la prairie par hectare et par an. Et en fait, on peut voir que suivant la saison, la prairie va pousser plus ou moins vite, plus ou moins fort dans la saison, de par des conditions d'ensoleillement, de chaleur, d'humidité, et tout ça va impacter donc la vitesse de pousse. Et donc, cette courbe nous dit qu'en fait, pour revenir à un stade pâturable, les graminées vont avoir besoin d'un temps de repos plus ou moins long suivant la saison où on se situe.
Donc, je répète, un temps de repos nécessaire pour revenir au stade de 3 feuilles, stade pâturage, et que la plante elle reconstitue ses réserves et puisse émettre des racines. Donc, dans ce tableau, on peut voir, en fait, c'est des fourchettes de chiffres de temps de repos à respecter un peu en fonction de la période. Donc, lorsqu'on est au début de la période de pâturage, vers le mois de mars, avril, on est plutôt sur des terres qui sont froides de l'hiver, les températures ne sont pas forcément très chaudes. On est sur un peu des conditions limitables pour la pousse. Donc, on est plutôt sur des cycles longs, donc de l'ordre de 30 ou 40 jours. Ensuite, environ pendant le mois de mai, où on a des bonnes conditions de croissance, ça veut dire entre la chaleur et l'humidité, on est sur des cycles plutôt courts, de 15 à 25 jours. C'est un peu là où on est en pleine pousse. Ensuite, pendant l'été, on rebascule sur des cycles plus longs par du manque d'eau, plus de stress hydrique. Et donc là, on rebascule sur des cycles plutôt longs, 30, 40, voire 50, 60 jours. Et ensuite, à l'automne, donc en septembre-octobre, on peut retrouver des conditions un peu plus favorables pour la pousse. Donc on peut rebasculer sur des cycles moyennement longs. Et ensuite, pendant l'hiver, donc de décembre à février, on est sur des cycles plutôt très longs, de 60 à 90 jours. En effet, il est important de respecter un repos hivernal d'au moins 60 jours sur nos prairies. La pousse, elle se reconstitue. Donc, ces fourchettes de chiffres, en fait, ils ne sont pas figés. Ils vont vraiment dépendre des conditions climatiques que l'on rencontre chaque année, en fait. Et cela dépend aussi des espèces qui sont présentes dans notre prairie. Donc, on va passer maintenant à la partie calibrer et organiser son pâturage. Donc, il est très important de prendre en compte en fait, les objectifs des agriculteurs. Donc, est-ce que je veux faire un 100% pâturage au printemps, lorsque les plantes sont en pleine pousse, ou alors est-ce que je veux être en 100% pâturage dès que je sors mes animaux? Ça peut être le cas des systèmes plus tard, en vache allaitante. Est-ce qu'on veut optimiser les surfaces pour notre pâturage et ensuite voir ce qui nous reste pour la poche? Ou alors, au contraire, est-ce qu'on veut assurer les stocks et pâturer le reste des parcelles? Donc ça peut être le cas dans des systèmes bovins allaitants en conditions séchantes qui préfèrent sécuriser leur système par les stocks, mais aussi des cas de systèmes ovins-lait qui produisent un peu à contre-saison, qui produisent le lait à contre-saison et qui veulent donc assurer des fourrages, des stocks de qualité pour produire du lait. Il est également important de prendre en compte les contraintes. Donc, il y a des agriculteurs qui vont devoir rentrer les animaux pour la traite, donc 2 fois par jour, une fois. Ensuite, il peut y avoir de la ration qui est distribuée encore à l'intérieur, un silo qui est encore ouvert. Il faut prendre en compte également l'accessibilité des parcelles, donc si elles sont autour d'exploitation, éloignées de l'exploitation, si globalement on a un parcellaire plutôt coupé, étalé, éclaté. Il faut prendre en compte également l'aménagement des parcelles, donc est-ce qu'il y a de l'eau dans les parcelles, est-ce qu'il y a une forte pente, etc. Prendre en compte le contexte pédoclimatique des parcelles, donc son sol, leur exposition, un peu les espèces qu'il y a. Donc en fait, tout ça va engendrer un démarrage plus ou moins précoce des parcelles, de pouvoir entrer au printemps ou pas dans les parcelles. Donc tous ces critères sont à prendre en compte pour mettre en place et bien organiser son pâturage tournant. Donc en fait, la mise en place du pâturage tournant, c'est un peu comme une balance donc, entre l'offre et la demande, avec l'offre qui est la quantité de matière sèche qu'on peut faire manger à nos animaux sur nos parcelles. Donc on va prendre la sole globale destinée à la pâture, et aussi il faut intégrer les regains qui viendront donc, une fois que les repousses de poche vont repousser. Et donc la demande, ça correspond aux besoins du troupeau. Et donc voilà, on est dans ce jeu d'équilibre, et en fait on va chercher à trouver l'optimum entre l'offre, donc les surfaces disponibles et la quantité de matière sèche disponible, et les besoins de notre troupeau. Donc, comment calculer les besoins de notre troupeau? Il y a différentes méthodes. Donc, on peut utiliser les références UGB, mais on peut aussi partir de la capacité d'ingestion des animaux que l'agriculteur peut observer une fois que les animaux sont à l'intérieur l'hiver. Donc, à savoir que quand ils sont exclusivement à loge, ils ingèrent 2,5% de leur poids vif.
Et donc, si on part de cette estimation, pour estimer la quantité de gestion au pâturage, on surestime légèrement cette capacité de gestion, car à la pâture, les animaux mangent en moyenne 3% de leur poids. Donc, on peut prendre un exemple de 50 vaches laitières à 20-25 kg de lait par jour en moyenne. Donc, on calcule le nombre d'UGB, donc ça nous fait 60 UGB. Et donc, on a une demande journalière de 780 kg de matière sèche. Donc, au niveau de l'estimation de l'offre, donc de la quantité de matière sèche, il faut arriver à estimer le potentiel de pousse à chaque cycle des parcelles de pâturage. C'est un peu la phase la plus difficile pour la mise en place du pâturage. Et pour ça, on a différentes méthodes. Donc, on peut utiliser le rendement. Mais pour les agriculteurs, c'est parfois difficile d'arriver à estimer le rendement des parcelles, notamment qui pâturent tout le temps, exclusivement. Ou alors, on peut partir de ce qu'ils ont réalisé. On regarde sur la parcelle combien d'animaux ils ont mis, combien de temps ils sont restés, on enlève la complémentation s'il y en a, et on arrive à estimer combien de kilos de matière sèche a été consommé sur la parcelle. Et ensuite, on peut sinon réaliser des pesées. Donc, une fois que la parcelle est prête à être pâturée, on peut peser pour estimer la quantité de matière sèche qui est disponible. Donc, si on prend un exemple, on reprend notre troupeau de 50 vaches laitières avec un besoin de 780 kg de matière sèche par jour. Si on veut les mettre au 100% pâturage, et qu'en face, on a par exemple 5 hectares de prairies naturelles, 12 hectares de prairies temporaires. Donc, je vous ai mis entre parenthèses les potentiels de pousse par cycle par hectare. Donc, sur les 5 hectares de prairies naturelles, donc à 700 kg de matière sèche disponible par cycle et par hectare, on obtient 3500 kg de matière sèche disponible sur ces 5 hectares de prairies naturelles. Sur les prairies temporaires, donc 12 hectares fois le potentiel à 1300, on a 15 600 kg de matière sèche disponible, ce qui nous fait un total de 19 100 kg de matière sèche disponible par cycle. Donc, si on divise l'offre par la demande, donc on obtient 24 jours de pâturage. En fait, on va pouvoir pâturer 24 jours avec ce niveau de besoin et avec cette offre, enfin, cette surface. Donc, ce qui nous fait, si on divise donc les 5 hectares par le besoin journalier, ce qui nous fait 4 paddocks de 1,25 hectares sur les prairies naturelles et 20 paddocks de 0,30 hectares sur les prairies temporaires. Donc, on voit bien qu'avec cet exemple, on a 24 jours. Donc, lorsqu'on va être en pleine pousse, les cycles sont entre 15 et 25 jours, on va pouvoir passer. On aura assez de paddocks pour tourner. Par contre, quand on va avoir les cycles de pousse de l'herbe qui vont être, enfin, quand on va avoir des croissances de l'herbe qui vont être plus lentes, et donc on va être sur des cycles, des rotations de pâturage plus élevées, de l'ordre de 30-40 jours, il va falloir qu'on augmente notre tour. Et comment on peut faire? Donc, on peut soit complémenter les animaux, donc on va réduire leurs besoins, et donc on pourra doubler par exemple le temps de présence sur un paddock. Et ou alors, on peut intégrer de nouvelles parcelles pour agrandir la sole de pâture et ainsi augmenter notre taux. Donc, au niveau de la forme des paddocks, il faut éviter de faire des paddocks pointus où les animaux ne pourront pas, enfin, les animaux ne pâtureront pas. Il faut également éviter de les faire dans le sens de la pente parce qu'on risque d'avoir du surpâturage en haut de la parcelle et du sous-pâturage en bas. Donc, il vaut mieux privilégier de faire les paddocks dans un sens perpendiculaire à la pente. Il faut essayer de faire des paddocks plutôt de flore homogène, parce que sinon les animaux peuvent facilement trier. Mais bon, dans la pratique, c'est pas forcément simple à mettre en place. Ensuite, il faut placer l'abreuvement pas trop loin du paddock, parce que s'il est trop éloigné et qu'on a un système de couloir pour y accéder, enfin, ça peut créer des bouchons. Les animaux peuvent créer des bouchons pour aller boire. Et certains animaux qui ne sont pas très dominants dans le troupeau peuvent carrément ne pas accéder à l'eau, ne pas s'abreuver. Voilà les points essentiels qu'il faut retenir. Donc ici, un exemple de découpage sur un parcellaire d'une vingtaine d'hectares. On a 9 parcelles qui vont entre 1,2 et 3,2 hectares.
Donc là, si on lâche les animaux dans ces parcelles, on peut donc, il y a un fort risque de surpâturage et donc de création aussi de reflux. Alors que si on redécoupe, on arrive à 34 paddocks d'environ 60 heures chacun. Et donc avec ces systèmes, on va pouvoir mieux respecter les plantes et un délai de retour sur parcelle plus important en fonction de la croissance. Et donc, avec ce système, on a plus de résilience face aux sécheresses. Au niveau de l'aménagement, donc sur cette photo, on peut voir que l'agriculteur a mis en place une clôture mobile, donc des fils et des piquets. En fait, on conseille aux agriculteurs qui se lancent dans le pâturage tournant de d'abord mettre en place des clôtures mobiles. En fait, ils pourront mieux voir si leur calibrage est plutôt correct ou pas, et donc ajuster les paddocks si besoin pour l'année d'après. Et donc, c'est quand même une grosse organisation. Ça demande beaucoup d'organisation et de travail au début à la mise en place du pâturage tournant. Mais bon, une fois que nos paddocks sont mis en place, c'est réglé. Et ensuite, une fois que l'agriculteur connaît beaucoup mieux ses prairies, qu'il maîtrise, il peut se permettre de placer des clôtures fixes, comme on peut voir sur la photo, avec des piquets en bois, et de faire des chemins d'accès aux différents paddocks. Et enfin, sur cette photo, on peut voir que l'agriculteur, il a tiré des lignes sur les paddocks, des lignes d'eau. Et donc, il met un abreuvoir à niveau constant quand les animaux sont sur ce paddock. Et donc, après, quand il change de paddock, il peut déplacer son abreuvoir à sa guise. Donc, maintenant, nous allons voir les outils pour piloter au mieux notre pâturage tournant. Donc, il y en a plusieurs. Donc, la technique de sonde de température. Donc, les sondes de température, c'est une technique mise au point par l'INRA qui, en fait, cumule les températures moyennes quotidiennes à partir du 1er février en base 0 et 18. Et donc, en fait, avec ces sondes de température, on peut relier le stade de la prairie, donc en fonction de la prairie et des espèces et de la fertilité de la prairie. Donc, par exemple, en prairie temporaire plutôt fertile, à 250 degrés jour, on estime que les prairies partent en végétation et qu'on peut commencer à mettre à l'herbe nos animaux. Et donc, pour ça, les chambres d'agriculture réalisent des bulletins hebdomadaires au printemps pour voir et guider les agriculteurs où en sont dans leur prairie. Ensuite, du coup, on peut utiliser la hauteur d'herbe, donc avec des repères plutôt simples avec l'œil bot. Donc, pour entrer dans notre parcelle, on peut aller faire le tour de nos parcelles et voir si on est autour de la cheville, juste en dessous de la cheville ou en dessous du mollet, c'est-à-dire à une hauteur de 10-15 cm. C'est là qu'on va pouvoir faire entrer nos animaux et c'est là, à cette hauteur-là, que l'ingestion va être maximale pour les animaux. Donc, 10-12 cm, c'est bien pour les brebis et 12-15 cm plutôt pour les vaches. Et ensuite, donc, pour savoir quand on sort de notre parcelle, donc c'est quand l'herbe arrive au niveau de notre talon, et il faut impérativement sortir, sinon on risque de surpâturage. Donc après, on a également le stade de 3 feuilles. Donc le stade de 3 feuilles, c'est valable notamment pour le prairie temporaire à base de régras. Donc ça nous permet de savoir si notre plante est prête à être pâturée. On peut également réaliser des pesées. Donc, par paddock, on peut peser la quantité de matière sèche, de matière qu'on a disponible. Et donc, on peut savoir combien on a de matière sèche et combien d'animaux on peut mettre et combien de temps on peut les laisser. Donc, il faut essayer de couper à hauteur de gaine comme on ferait des animaux. Donc, ici, on a un schéma de pâturage tournant avec nos animaux qui sont en paddock 3. Il y a une règle à respecter. Enfin, il y a une règle en fait, c'est que la première feuille, elle met autant de temps pour sortir que les deux autres feuilles. Donc, si on a nos animaux au paddock 3, on peut faire le tour des paddocks et aller voir au paddock de mi-parcours, donc ici le paddock 10, et regarder si on est au stade une feuille, la moitié de la croissance du cycle de croissance. Si on est supérieur à un stade une feuille, ça veut dire que la croissance de l'herbe est plus rapide que ce qu'on avance avec les animaux, donc ça veut dire qu'il faut qu'on accélère notre troupeau. Et comment on l'accélère? Donc, ce qu'on peut faire, c'est débrayer
certains paddocks et donc avancer sur des paddocks qui sont prêts à être pâturés. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est ajouter plus d'aminés. C'est possible. Par contre, si on est inférieur au stade d'une feuille, ça veut dire que la croissance de l'herbe est moins rapide que ce qu'on avance, donc il faut à tout prix ralentir. Et donc pour cela, soit on peut intégrer de nouvelles parcelles pour allonger notre cycle de pâturage, ou alors notre tour de pâturage, ou alors on peut complémenter nos aliments pour baisser les besoins et doubler le temps de croissance sur les paddocks. Et donc voilà, on a des calendriers de pâturage, on peut tout noter et ça nous permet de réajuster d'année en année, de mieux connaître son pâturage, son propos, etc. Donc, je vais maintenant laisser la parole à ma collègue pour vous présenter les résultats technico-économiques. Oui, bonjour à tous. Donc, Carole Mérienne, conseillère à la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Je vais d'abord récupérer la présentation et avant de commencer, je vais vous envoyer aussi un petit sondage. Donc, hop, je vais lancer le sondage. Alors, 2 minutes, hein, je récupère le deuxième sondage. Est-ce que j'ai... Oui. Alors, est-ce que vous le voyez? Donc, il faut cocher si vous pensez que l'affirmation, si c'est une affirmation, vous cochez si elle est vraie et si c'est faux, vous ne cochez pas. C'est bon, le sondage est ouvert, Carole, on le voit. Ouais, vous le voyez? Ok, du temps, je vais récupérer la main sur le diapo. Allez, donc on va lancer le résultat et partager. Est-ce que vous le voyez ou pas? Vous voyez les résultats? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, donc on peut voir qu'à 75%, vous avez répondu effectivement que l'on peut couvrir les besoins d'une vache allaitante et à 88%, augmenter la quantité de matière sèche. Donc déjà, je peux vous affirmer que oui, c'est vrai. Et on va voir pour la suite des réponses au fur et à mesure que je vais faire ma présentation. Vous aurez le résultat. Alors, je masque. Donc, pour cette deuxième partie, comme je vous l'ai dit, j'ai pris l'exemple de 2 exploitations et on va voir l'impact du pâturage sur ces 2 exploitations. Donc, la première exploitation, c'est l'exploitation de l'ERL d'Or, qui est en race Abondance. J'enlève certains. Ouais. Est en race Abondance, donc je vais passer vite fait sur la présentation, vous l'avez devant vous. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'elle fait 173 hectares. Aujourd'hui, on est à 169 UJB et on a 39 hectares sur les 173 qui sont vraiment mis en pâturage tournant. Donc, moi, ce que j'appelle dynamique, c'est-à-dire qu'on est, comme vous l'a expliqué Sandra tout à l'heure, entre 1 et 3 jours de pâturage sur chaque parcelle. On a des rotations qui sont de 15 jours à 90 jours sur l'ensemble de ce parcellaire. Donc aujourd'hui, ça nous fait exactement sur ces 30 hectares, plus 9 hectares, 30 vaches laitières qui produisent 3500 litres à peu près par vache. Très important, on a 25 vaches laitières qui partent en estive à partir du 15 juin jusqu'au 15 septembre. Donc, l'agriculteur garde sur son exploitation, sur ses 30 hectares de pâturage, 50 vaches en lactation. Parce que c'est un terroir qui est très séchant, on est sur du limoneux, sablonneux. Donc, en été, on tombe vite la quantité de matière sèche disponible à l'hectare. Alors, pour le parcellaire de l'Agri, donc voilà, aujourd'hui, son pâturage tournant représente 21% de sa sole complète. Donc, on le voit en haut en orange, c'est ce que représente le pâturage tournant. Mais il faut savoir que ça nourrit quand même 40% de l'ensemble de son cheptel. Son pâturage a été mis en place en 2015. Depuis, il a énormément évolué
car il a intensifié en fait la production fourragère. Et en 2016, alors qu'il était producteur encore de maïs et de blé pour l'alimentation animale pour lui et à la vente, il a décidé en 2018 de commencer à réintégrer des luzernes suite à une grosse sécheresse en 2017 où, en fait, après avoir fait le point, on n'avait pas du tout de parcelles qui pouvaient assumer en été un pâturage ou un affouragement en verre. Donc, l'éleveur s'est tourné vers des luzernes, car à ce moment-là, c'était ce qui nous semblait le plus simple à mettre en place. Et en 2020, il a complètement abandonné donc, les hectares de céréales qui étaient passés en métail-grain en 2018 pour mettre tout en luzerne. Et de 2018 à 2020, donc du coup, on a l'année 2019 qui lui a permis l'autonomie fourragère complète, alors qu'on est en augmentation du cheptel sur l'exploitation, puisqu'on passe de 152 UGB à 169 UGB pour l'année 2020. Avec une petite augmentation aussi des hectares, puisque vous voyez qu'il a récupéré 9 hectares de pâturage, de prairies permanentes en fait, en plus. Donc, je vais vous expliquer là seulement de 2014 à 2018 pour ce pâturage et surtout vous expliquer comment il est mis en place. Alors, en 2014, toute la partie verte que vous voyez sur votre écran, ici, donc ça correspond à 30 hectares qui ont été mis en place pour l'alimentation des vaches laitières. Donc, 30 hectares de pâturage tournant. Les animaux passent une journée par paddock, ça c'est l'optimum, en pleine pousse de l'herbe. On a donc une rotation, en fait, puisqu'on a 35 paddocks, donc on avait une rotation, on était parti sur une rotation à 35 jours, car on est dans des endroits très séchants. Toute la sole est en prairie permanente. De 2014 à 2018, on n'a pas encore de prairie temporaire sur cette sole complète, en vert clair. Donc, voilà comment il mettait en place son pâturage à ce moment-là. Sortie d'hiver, donc lui sort les animaux au 15 février parce qu'il a l'importance des sols et l'herbe commence déjà à pousser. Donc du 15 février jusqu'à peu près 15 avril, voire fin avril, on est sur une rotation entre 160 à 70 jours pour assurer l'alimentation des animaux à l'herbe. Donc ça veut dire que les animaux sont là dans le bâtiment, en traite le matin, par exemple. Après la traite du matin, ils prennent ce couloir qui est en rouge et ils vont dans le paddock numéro 15 pour le matin. Là, on est en demi-saison, on est au mois de février, on vient de sortir. Le soir, ils reviennent à la traite et ils ressortent ensuite, ils reviennent de nouveau sur le paddock numéro 15. Ça, c'est dans un pâturage journalier normal. Quand on est en février, au lieu de revenir sur le parc, le soir, les animaux restent à l'intérieur, mangent à l'auge et ils reviennent que le lendemain matin sur la parcelle 15. Donc, ça veut dire qu'en fait, on passe 2 jours sur la même parcelle. Donc, notre pâturage ayant 35 paddocks, on est sur une rotation qui passe facile à 70 jours de pâturage. Ça nous permet en fait d'agrandir le temps, la rotation. Très vite, avec la pousse de l'herbe, au printemps, on passe rapidement en fait vers le mi-avril, en fonction du mois de mars qu'on a passé, s'il est plus ou moins séchant. Comme cette année, c'était très séchant, donc il nous a fallu plus de 60 jours pour revenir correctement sur le premier parc. Sinon, on passerait rapidement à 20 jours, voire 17 jours. Donc, en rouge, là, c'est les couloirs. Donc, les couloirs sur cette exploitation font à peu près 10 mètres parce qu'il y a besoin de passer du matériel agricole pour venir faucher. Quand on a une grosse pousse de l'herbe, l'éleveur, au printemps, fauche à peu près 3 hectares et en plus, il ajoute un troupeau de vaches pendant 2 mois de 10 à 15 vaches selon la disponibilité en herbe qui prennent donc une part du parcellaire et qui tournent sur ce parcellaire durant 2 mois par rapport à la pousse de l'herbe. Donc sur ce parcellaire de 2014 à 2018, on avait 70 vaches laitières qui tournaient jusqu'au mois de juin, jusqu'au 15 juin, puis du 15 juin au 15 septembre, 50 vaches laitières, 80 arts à donc une journée.
ça nous correspondait à 1,8 GB par hectare. Donc ça, c'est un système de pâturage avec couloir où les animaux reviennent à la traite. Ensuite, on a ce système en vert foncé de pâturage qui est l'engraissement. Donc là, c'est un système de pâturage couloir. Moi, sur mon diaporama, c'est dessiné, mais en fait, l'éleveur, pour lui, c'est pas dessiné. Ils sont juste dessinés le contour du parcellaire. Voilà, ça, c'est clôturé aujourd'hui. Et le reste, c'est au fil. Donc, c'est un éleveur, du coup, qui, à cette époque-là, mettait 14 vaches du mois de juin, enfin, du mois de février jusqu'au mois de juin à l'engraissement, et il pratiquait un engraissement vraiment saisonnier sur ces animaux. Il avançait donc le fil tous les 2 jours en fil avant, et il mettait un fil arrière qu'au bout de 4 jours. Un peu par rapport à ce que Sandra vous a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que l'herbe repousse au bout du 3e jour. Donc, en mettant 2 jours, en avançant de 2 jours en 2 jours, les animaux, les vaches principalement, ne reviennent pas en arrière. Ce serait sur une autre espèce, comme les brebis ou les chevaux. Là, il faut vraiment respecter les 3 jours parce qu'ils ont vraiment tendance à revenir en arrière. Mais sur les bovins, on peut rester 2 + 2, ça passe très bien. Donc, ça allège le temps de travail et ça allège aussi au niveau de l'eau. Donc en 2017, on a une sécheresse importante et le parcellaire a presque pas produit d'herbe parce qu'on n'a pas eu d'eau pendant plus de 70 jours. Du coup, on s'est posé la question d'avoir un parcellaire, une sole d'été qui soit amené du pâturage, soit amené de l'affouragement en vert, d'où la mise en place des luzernes. Et le parcellaire a évolué ainsi depuis 2018. Donc, avec aujourd'hui 87 vaches laitières qui tournent, toujours 50 en été et 40 arts attribués à la demi-journée. Et ça nous fait 1,66 UGB par hectare qui tourne. On a modifié un peu les couloirs, on a ajouté des couloirs pour que ce soit plus facile d'accès. La plupart des parcelles, 70% des parcelles ont été redivisées. Et il y a eu un parcellaire donc ici, toute cette sole ici, là, qui a été semée en prairies temporaires. Ce qui nous permet, en fait, ces prairies temporaires, depuis qu'elles sont implantées et qu'elles sont utilisées par les animaux, d'avoir des rotations à 15 jours au printemps. Donc aujourd'hui, c'est un parcellaire où on peut faire, en 2014 à 2018, on faisait à peu près 7 rotations dans l'année. Aujourd'hui, on est à 10 entre 9 et 10 rotations par an sur ce parcellaire. Et on a pu augmenter aussi le troupeau de vaches laitières face à ça parce qu'on avait beaucoup trop d'herbe malgré la fauche et malgré les animaux mis en plus sur le parcellaire. On avait trop d'herbe, donc il fallait trouver une solution pour que les parcelles de 80 arts qui donnaient trop soient mangées proprement et qu'il n'y ait pas trop de refus. Voilà. L'agriculteur a pratiqué beaucoup de choses, du topping, on a fait pas mal d'essais de broyage aussi, de fauche et laissé au sol. Voilà. Le plus simple, c'est quand même pour lui, ça a été d'augmenter le cheptel. Suite à ça, on a une diversification importante qui est arrivée puisque l'engraissement aujourd'hui, au lieu de monter à 14 vaches engraissées sur l'année, sur la saison de pâturage, du coup, on est passé à 6 à 10 bovins et on engraisse toute l'année. Donc en fait, du mois de février jusqu'à fin novembre, c'est engraissé sans problème. Les meilleures années, on va jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 15 décembre, mais par exemple cette année, on terminera autour du 25 novembre la pâture. Alors il faut savoir que toute la période de juillet à novembre, justement, les animaux ont, en plus du pâturage, une partie ration à lauge en affouragement en vert, c'est-à-dire que c'est un éleveur qui est tout au foin. Donc, du coup, lui, il préfère affourager en vert. Donc, il va chercher les luzernes en vert. Il affourage les animaux en vert avec une bonne de foin mise à disposition voilà, en bâtiment quand elle rentre pour la traite. De plus, ces 30 hectares de luzerne sont, comme il est tout en foin, sont vendus. Toute la première coupe est vendue. Donc, depuis 2018, en fait, il y a une première coupe qui est vendue de luzerne. Donc, pour lui, c'est un revenu supplémentaire. Il y a eu la création d'un atelier tarasconnaise. Aujourd'hui, on est monté à 100 brebis. Et l'objectif, c'est de monter à 200 brebis. Le parcellaire, en tout, hein, la sole complète, les 173 hectares sont capables d'avaler cette quantité d'animaux. Parce qu'en fait, ça, c'est un pâturage tournant dynamique et le reste de la sole, depuis 2018, est passé en pâturage tournant.
Donc là, on est plutôt sur des rotations de 5 jours sur le reste du parcellaire, avec beaucoup de speeder park mis en place, notamment pour les brebis. Et une part d'agroforesterie, donc sur les 30 hectares du pâturage des vaches laitières que vous avez sous les yeux, donc en vert clair. Il va y avoir de l'agroforesterie sur toutes les lignes de redécoupage, et avec 2,5 fruitiers d'incorporer pour justement commencer à faire aussi de la vente de fruits dans quelques années. Voilà, ça permet en fait à l'exploitation de ne plus être spécialisée, de se diversifier et d'avoir des revenus supplémentaires aussi. On verra par rapport à la comptabilité que j'ai arrêté en 2018, puisque je n'avais pas encore les résultats 2019, mais que pour l'éleveur, en tout cas, ça a été important. Ensuite, on va passer au deuxième éleveur, donc éleveur de veau sous la mer cette fois-ci, toujours en Piémont, mais zone de montagne. Donc lui, il a fait un choix complètement différent, c'est-à-dire qu'il a voulu passer toute sa sole en pâturage tournant dynamique, malgré, alors qu'il avait, avec 81 hectares et 50 UGB, largement de quoi faire pâturer ses animaux. Mais l'objectif était de rassembler le troupeau autour vraiment de son exploitation. Donc, il a mis 41, aujourd'hui on est à 41 hectares de pâturage tournant et on a des rotations qui sont de 17 à 100 jours. Alors, on a 4 lots qui passent à 5 lots au printemps, avec 20 mères gasconnes, donc sur 50 arts pour 2 jours. Elle tourne sur 21 hectares et il est obligé à chaque fois d'incorporer de la fauche puisqu'il se fait dépasser par l'herbe. Puisque là, on n'a pas d'augmentation de troupeau pour cette période-là. Sur les laitières, pareil, il n'y a pas d'augmentation de troupeau non plus. On est entre 36 et 40 arts et elle passe de 1 à 2 jours. Par contre, il y a une variabilité du troupeau de vaches laitières qui peut passer de 12 à 17 vaches laitières. En fait. C'est un peu là-dessus où ça jongle. Et pareil pour le troupeau des mères où on va un petit peu jongler aussi. Et après, des 8 génisses, donc 8 génisses sur des parcelles de 20-25 arts, et elles sont à 2 jours sur 4 arts. On a essayé de mettre toute l'exploitation à 2 jours, sauf pour l'engraissement, pour que ce soit plus simple pour l'éleveur. Comme ça, il sait que tous les 2 jours, il change l'ensemble de son cheptel de pâturage. Ça aussi, c'est à réfléchir quand vous mettez en place un assolement. Et donc, il y a tout le temps 1 hectare de fauche aussi qui est réalisé sur ce pâturage pour ne pas se faire dépasser par l'herbe. Les vaches à l'engraissement, alors là, je vais vous montrer le pâturage. Donc derrière, donc pareil, c'est un agriculteur qui élève tout au foin et qui donne un peu de maïs en hiver pour complémenter ses foins qu'il a et de regain principalement qui sont assez forts en MAT puisque pour du regain on est entre 12 et 14 de MAT. Donc le pâturage des vaches laitières, voilà, je vous l'ai mis là. Donc là, on est encore sur un autre type de pâture, c'est-à-dire que là, on n'a pas des animaux qui reviennent en bâtiment. On n'avance pas tous les jours avec un fil avant, avec un système couloir. Par contre, comme vous pouvez le voir en bleu, il y a des points d'eau. Et donc, les animaux reviennent par des systèmes de couloir à ces points d'eau pour venir boire à chaque fois. Voilà. Ça, c'est ce que l'éleveur voulait dans la pratique. Il préférait faire ça plutôt qu'avancer une cuve. Donc, avoir un couloir et amener à chaque fois au point d'eau. Donc, chez lui, les couloirs ne font pas 10 mètres. Il n'en a pas la nécessité puisque sur ce parcellaire-là, par exemple, il n'y a aucune machine qui rentre, si ce n'est le tracteur avec un petit broyeur s'il y a besoin derrière. Mais depuis qu'il a installé le pâturage, il n'en a pas eu besoin. Donc, du coup, on a des couloirs qui font 4 mètres de large. Et ici aussi, on a des couloirs de 4 mètres de large. Donc, les couloirs sont en rouge sur le dessin. Pourquoi 2 parcellaires? Parce que on est sur des sols qui se refroidissent, qui sont assez froids en hiver, qui ont du mal à se réchauffer. Donc, dès qu'ils se réchauffent, c'est très rapide. Et si on laissait tout en un seul parcellaire, en mettant un seul lot de vaches à l'engraissement, on se ferait dépasser. Donc, l'idée a été de faire en 2 parcellaires. Donc, on commence au printemps avec 2 lots de vaches, de 5 vaches d'un côté sur le parcellaire en jaune et 5 vaches sur le parcellaire en vert, qui tournent entre 21 et 28 jours. Alors, en jaune, les parcs sont plus petits parce qu'on a des rendements plus importants. Et là, on peut descendre, en fait, sur cette partie jaune, c'est la partie qui rend le plus. Donc, ce que fait l'éleveur, c'est que des fois, il inclut quelques vaches au tarissement au milieu des engraisseuses pour descendre à 17 jours de rotation. Et là, il tourne à une demi-journée par parc. Ça, c'est l'éleveur qui, au fur et à mesure, s'est aménagé son système pour être le plus
comment dire, pour être le plus polyvalent possible. Et surtout, il a décidé de faire des petits parcs parce qu'il s'était aperçu qu'en faisant des petites parcelles, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et pourquoi cette parcelle-ci en vert sont plus grandes pour le même lot de bêtes? C'est parce que tout simplement, on a moins de rendement en matière sèche et surtout moins de rendement parce que là, toutes ces parties-là, vous voyez ici, comme ça, jusqu'à cette parcelle, on est sur des roseaux. Donc, les vaches à l'engraissement sont sur du roseau et elles pâturent des roseaux qu'on a au préalablement broyés. Et une fois qu'on a broyé, on les pâture très courts. On essaye de les pâturer à peu près à 15 cm de haut. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à cet engraissement. Donc, et après, à l'automne, en été, quand ça commence à pousser moins vite, il réunit de nouveau les deux troupeaux pour passer à des rotations de 50 jours à peu près sur l'ensemble du parcellaire. Voilà. Et au fur et à mesure de la saison, de toute manière, les vaches sont vendues. Donc, quand il arrive à peu près au mois de septembre, il reste que 4-5 vaches sur le parcellaire. Donc, elles tournent à un parc je veux dire, elles ont un parc par jour facilement. Et puis, au fur et à mesure, elles diminuent à 1, 2 vaches, 3 vaches. Enfin, voilà, ça diminue au fur et à mesure. Donc, on se retrouve avec un parcellaire en fin de saison. Là, en ce moment, il ne reste que 3 vaches sur le parcellaire. Et il arrête, donc les bêtes arrêtent de tourner chez cet éleveur, pareil que chez l'autre éleveur, vers fin novembre. Et après, ça passe sur des en bâtiment. Donc l'évolution de son parcellaire, pareil, en fait, le pâturage qui a été mis en place en 2015 a donné une évolution aussi de vision globale du parcellaire. Donc voici en 2016 ce qu'on avait suite à la mise en place en 2015. En bleu, vous avez donc tout ce qui est pâturage tournant. Donc il y avait 18 hectares de pâturage tournant. Et en vert, c'était un pâturage fixe à peu près où les animaux y allaient pendant une semaine et puis après ils changeaient de parc. Et les petites parcelles en vert clair, c'était toutes les parcelles qui étaient fauchées. Voilà. Et ça, c'était de la pâture aussi, mais tout ça ici, c'était de la fauche. Ici aussi, et ici aussi, c'était tout fauché. Donc, la première année, en 2016, il y a juste cette partie-là qu'il a réattribuée à un éleveur. Elle est en rouge parce qu'en fait, dès l'année 2016, après l'implantation, il n'a pas eu besoin de s'en servir puisqu'il a réussi à augmenter sur son pâturage les 18 hectares. La quantité de matière sèche, ça lui a fait gagner 5 hectares dont il n'avait plus besoin d'exploiter en 2016. 2019, on a agrandi la sole de pâturage tournant. On est à 41 hectares de pâturage tournant. Et là, vous voyez en rouge toute la sole dont l'éleveur ne se sert plus du tout. Donc, tout ça, ça a été réattribué à d'autres exploitants qu'il a juste à côté, du coup, à qui il a donné ces hectares, soit en pâturage, soit en fauche. Et donc, en bleu, comme je vous l'ai dit, c'est le pâturage tournant. Et en vert, la sole qui est fauchée. Voilà. Et même sur la sole fauchée, en 2019, donc, on a eu 5 hectares de vendus sur pied, dont l'éleveur n'a pas eu besoin, puisque après avoir fait l'état des stocks, il était en surplus de stock. Il avait fait le stock pour 2 années pour les vaches en bâtiment. Donc, en fait, ce changement du parcellaire a permis à cet éleveur, donc là, on a l'évolution du parcellaire de 2015 à 2019. Vous voyez, de 81 hectares aujourd'hui, ce ne sert que de 61 hectares. Les prairies temporaires, pâturage, pardon, qui a augmenté. Ah oui, j'ai oublié de spécifier, on est sur une zone de piémont-montagne, donc du coup, tout est en pâturage permanent. Il n'y a pas du tout, c'est que de la prairie permanente, il n'y a pas du tout de prairie temporaire. Par contre, on a vu une amélioration de la prairie suite à la mise en place du pâturage. On avait un peu moins de graminées, un peu plus de légumineuses. Mais ce n'est pas encore ça quand même. Donc, avec ce foin vendu sur pied, et toujours les regains, la même quantité de regains faits, puisque ça c'est très important d'avoir des regains quand même dans l'assolement. Et chose très importante, on a augmenté la quantité de matière sèche, donc de 305 tonnes sur la globalité de l'exploitation, on est monté à 364 tonnes sur la globalité, donc les 61 hectares de l'exploitation. Au niveau hectare, donc ça nous a fait un 6 tonnes de matière sèche à l'hectare pour 2019. Ceci a permis, en 2020, d'avoir une réflexion plus importante sur un atelier chèvre pour mettre en place de la vente directe au niveau de l'exploitation sur du fromage de chèvre.
dont la femme de l'éleveur avait envie de mettre ça en place depuis longtemps, mais ils ne trouvaient pas les moyens techniques et financiers de le faire. Et donc, ça a été mis en place cette année. Aujourd'hui, on est à 13 chèvres et l'objectif est de monter à 20 chèvres laitières. Donc, ça, c'est pour l'évolution du parcellaire. Là, je vais vous montrer les résultats techniques, donc l'évolution de la quantité de matière sèche derrière. Alors, au niveau de l'évolution de la quantité de matière sèche pour les 30 hectares des vaches laitières, vous voyez, quand on a commencé donc en 2013, il a commencé le pâturage, sauf qu'il a été inondé en 2013, il faut en prendre compte, mais les inondations chez le ARL d'Or ont provoqué une perte de 6 hectares dans la Garonne. Et en plus, plus de la moitié du parcellaire a été recouvert par un limon qui a fait sortir des plantes indésirables et même des plantes toxiques pour les animaux, puisqu'on a eu des problèmes d'entérotoxémie suite à ces plantes-là. C'était des sortes de crucifères très toxiques. Donc, du coup, 2014, on avait un peu encore les conséquences de ces plantes-là et de ces limons. 2016, on est arrivé un petit peu plus à augmenter la quantité de matière sèche à l'hectare. Et 2017, sécheresse, 70 jours sans eau. Donc 70 jours sans eau sur un parcellaire limon sablonneux, et bien, ça donne 4 tonnes de matière sèche. Donc, du coup, l'implantation des luzernes s'est faite derrière. Et surtout, on a fait un apport de 30 à 35 tonnes de fumier, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais de fumier, la parcelle n'avait pas vu de fumier, en fait, le parcellaire, depuis plus de 6 ans. Donc, on a mis un mélange de fumier plus compost, à raison de 30 à 35 tonnes sur le parcellaire. Et là, avec la technique du pâturage, plus ces apports de fumier, on a pu, et le redécoupage du parcellaire, on a pu, du coup, augmenter tranquillement notre quantité de matière sèche à l'hectare. Pour cette année, vous voyez, on a de nouveau subi un peu de sécheresse. On aura un peu moins de quantité, puisque là, j'ai arrêté donc en novembre. Au 1er novembre, il me manque encore la mesure de la dernière parcelle, de la dernière rotation, pardon. Le Grand Aurélien, pareil, augmentation de la quantité de matière sèche. Alors lui, c'est sur l'ensemble de la sole, puisque tout compte fait, tout le pâturage tournant, toute la sole a été mise en pâturage tournant, et les prairies de fauche, après que les regains soient faits, donc à l'automne, sont récupérés pour la pâture des animaux. Donc du coup, en système pâturage tournant aussi. Donc on a fait chez lui, chaque année, on a fait donc les mesures sur le parcellaire, avec des mesures faites sur les engraissements, des mesures faites sur les vaches laitières, sur les vaches, sur les allaitantes. Donc sur les différentes parcellaires, on fait des mesures et voilà ce que ça a donné. On s'aperçoit qu'on a une augmentation de la quantité de matière sèche. Et pareil, au mois de novembre, arrêté pareil que chez Cédric d'Or, on est déjà à 5 tonnes. Voilà, on ne sera peut-être pas aux 6 tonnes de l'an dernier, mais en tout cas, on sera à 5 tonnes 5 en fin de saison de pâturage. Les apports de fumier, donc ça je vous l'ai mis, hein, c'est un complément important. Pareil, chez Aurélien Grand, on a fait aussi des apports, et pareil, les parcelles n'avaient pas vu de fumier chez lui depuis 8 ans. Donc on a fait un apport de fumier depuis, mais bon, comme on est en pâturage tournant, on n'a plus de fumier. Donc on va voir comment on peut encore améliorer la qualité de l'herbe en fait. Peut-être par des sursemis, peut-être par des amendements autres. Enfin, on va voir, parce que vous allez voir dans les résultats qui suivent, que sur ces prairies permanentes, on a quand même un gros souci de la maintien de la qualité de l'herbe dès qu'on a des jours qui sont très forts, qui montent très fort en température et avec peu d'eau, et après avec le raccourcissement de l'ensoleillement. Donc les moyennes de pâturage aussi ont augmenté de 245 à 287 chez Cédric d'Or et chez Aurélien Grand de 241 à 280 jours. Donc si on continue, pour vous donner un peu un ordre d'idée de la disponibilité qu'on a de matière sèche par hectare, donc voilà, chez Cédric d'Or, on s'aperçoit que sur les 10 tonnes faites à l'année, on a déjà 9 tonnes qui sont faites sur toute la saison complète de pâture, en fait, de avril jusqu'à août. On a avec une forte augmentation puisqu'on monte à presque à 3 tonnes de matière sèche à l'hectare et 5 rotations. Chez l'autre éleveur, Aurélien Grand, donc là, ça c'est le parcellaire des vaches grasses.
Là, on est à 4 rotations, logique, puisqu'on est sur un parcellaire plus froid, donc qui commence un peu plus tard à pâturer. Et là, pareil, on est donc déjà jusqu'à 6 tonnes. C'est le parcellaire qui donne le plus en termes de matière sèche, puisque là, on avait déjà fait 6 tonnes sur la saison, la plus forte saison de la pâture. Avec, pareil, des moyennes qui montent presque à 3 tonnes de matière sèche dessus. Au niveau qualité de l'herbe, donc voilà, ça c'était chez Cédric Dor, donc 2016-2017, 2016 année classique, normale, 2017 année de la sécheresse, donc vous voyez que les résultats baissent. Prairie permanente, résultats pris sur le même parcellaire, même parcelle et au même moment, c'est-à-dire stade 3 feuilles, à l'entrée des animaux dans les parcs. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer plus. Vous avez en matière azotée les ordonnées à gauche qui indiquent le pourcentage de matière azotée. Vous voyez qu'au printemps, on est très fort. Pareil en UF, les ordonnées montrent la quantité d'UF disponible dans l'herbe. Donc, printemps, logique, on a une forte photosynthèse. Donc, on est à 0,96 UF et 21,5. Donc, et ensuite, on ne maintient pas trop mal pour une année, quand on est sur une année classique. Et en matière d'azotée, on diminue un peu sur des saisons un peu plus sèches avec un peu moins d'eau, on peut vite diminuer ou des fortes températures. Et par contre, en 2017, là, on s'aperçoit que dès le début, dès avril, on avait une baisse rapide avec des fortes températures et le manque d'eau du parcellaire. Donc, chez Cédric Dor, c'est des pH qui sont assez élevés, comme vous l'avez vu au début, et on est sur un parcellaire donc de prairies permanentes. Là, c'était les prairies permanentes qui avaient été mesurées, avec principalement des graminées, très très peu de légumineuses. Pareil, on a fait l'an dernier. Là, j'ai suivi 3 exploitations que je vais continuer de suivre. Donc, si ça vous intéresse, ces résultats, je vais les poursuivre encore pendant 5 ans. Donc, on aura d'autres résultats plus tard. Donc, valeur azotée, matière azotée, pareil, on a ordonné là sur le côté. 14, c'est des valeurs azotées donc nécessaires pour des vaches allaitantes. 18 pour des vaches laitières. On constate que nos prairies permanentes en vert et en bleu peuvent couvrir largement pour des allaitants. En vaches laitières, on travaillera plutôt sur des prairies temporaires ou alors il faut travailler sur l'amélioration de nos prairies permanentes. Mais déjà, on constate que la prairie a de forts atouts. Dans ces systèmes pâturage où là, toujours pareil, mesure faite, un système 3 feuilles. Pareil sur les UF, avec une baisse importante en prairie permanente, vous voyez notamment chez Cédric Dor, là sur ces sables, où on a des baisses rapides fait un peu du manque d'eau aussi sur ce parcellaire et de la rétention en eau qui est un peu moins bonne. Voilà, toujours pareil, la prairie temporaire qui s'en sort un peu mieux. Donc là, cette prairie temporaire, c'est sur du limon argileux avec du crêpe dessus. Il y a 10 cm de sol. C'est un troupeau de vaches laitières Primolstein. Donc là, on constate que sur ces types de prairies-là, pour maintenir en tout cas une lactation, si on veut maintenir une lactation, ou même si on veut faire un peu d'engraissement, sur ces prairies permanentes, il faut prévoir un peu de céréales derrière. Pareil, on avait fait pour les minéraux. Donc, ce qui ressort les pointillés, les zones pointillées, c'est les extrêmes et les minimums. Et là, on voit en rouge, à chaque fois, je vous ai entouré les minimums. Donc, on voit que sur ces prairies permanentes, par exemple, de zones de montagne, principalement graminées, quelques renoncules, on va dire, parfois beaucoup, voilà, on manque de phosphore, on manque de magnésium, on manque de sodium. Donc, ne pas oublier la complémentation des animaux, c'est très important. Par contre, on est bon en calcium et en potassium, mais ça, c'est spécifique au sol. Donc, bien faire attention, et à l'état et aux plantes aussi qui vont pousser dessus, qui sont capables d'aller récupérer ces calciums et ces potassiums. Donc, il faut connaître la flore avec laquelle on travaille sur ces parcellaires pour pas induire l'éleveur en fait derrière en erreur. Pareil, pour des vaches laitières qui produisent entre 5000 et 7000 litres, on a fait les moyennes optimum et minimum. Et là, voilà, on s'aperçoit qu'on a aussi des carences et il faut faire vraiment attention. Vous voyez, en calcium, sur des sables, les plantes, elles ont du mal à les stocker malgré, on est sur des bons pH, mais on retient peu les éléments. Donc, en fait, on est un peu en carence de tout. Si on veut vraiment faire de la lactation, de la forte lactation, il faudra complémenter, même en potassium. Pareil pour l'engraissement, je vous ai dit que je vous donnerai la réponse. Donc, on a suivi 2 lots d'engraissement chez Cédric Dor et chez Aurélien Grand.
Voilà ce que ça donne avec une moyenne du groupe de 1,4 GMQ et pour Aurélien Grand et 1,6 de GMQ pour Cédric Dor. Donc, et vous voyez avec des animaux qui sont, quand ils sont adaptés au terroir, là on est sur de la Gascogne des Pyrénées, ou sur des croisés, on a des GMQ qui peuvent monter très fort puisqu'on peut atteindre des 2 kg de GMQ. Idem sur là, des croisés Montbéliard et pareil des Gascognes aussi, 1,9 de GMQ. Vous voyez les croisés INRA Abondance aussi s'en sort bien avec 1,7 de GMQ. Les deux parcellaires sont complètement différents. Ici, on a un parcellaire qui va produire surtout du muscle, puisqu'on a des parcellaires qui montent fort en azote. On aura un besoin de céréales à la fin. Ici, le parcellaire de Cédric Dor, c'est de la prairie permanente, flore très diversifiée pour ce parcellaire de pâturage. C'est le parcellaire que je vous ai montré tout début. Et du coup, il permet un pâturage des vaches jusqu'à la fin sans complémentation du tout en céréales. Aurélien Grand ne fait pas de complémentation en céréales, hein, mais il y a certaines races qui en auraient besoin, comme sa blonde, la petite blonde là qu'il a mis au pâturage. En fait, on l'a mis pendant 2 saisons de pâturage de printemps pour pouvoir avoir une finition correcte, alors que sur les Gascones, chez Aurélien Grand, en une saison, en 7 mois, on avait fini d'engraisser. Chez Cédric Dor, les animaux qui sont passés là sur le parcellaire que vous avez sous les yeux ont fini leur engraissement facilement. En 7 à 8 mois, tout le monde était engraissé sans problème. Donc ça, c'est la photo d'une vache à l'engraissement qui a été tuée. Bon, voilà, je passe rapidement dessus. Et ça, c'est la photo d'une petite génisse, son évolution au pâturage, donc sortie d'étable, puisque chez Aurélien Grand, je vous ai dit un bâtiment, mais en fait, c'est une étable. Voilà. Et ça, c'est son évolution au pâturage. Regardez pas l'herbe sous les pieds de la génisse, parce qu'en fait, c'est un éleveur les éleveurs en pâturage aujourd'hui vont un peu plus loin, ils font des pratiques de pâturage régénératif. Et voilà, sur certains stades de développement des génisses, par exemple, ça peut bien passer, ça permet de faire du rumen. Et, voilà, voilà. Au niveau de l'herbe, pareil, c'est des éleveurs qui du coup ont amélioré leur pratique de fenaison. Et donc, on peut voir que sur des regains faits chez Aurélien Grand, par exemple, sur l'an dernier, on est atteint des 12 de MAT, voire des 14, d'où un peu l'achat de maïs en hiver pour compléter ces foins. Et ensuite, c'est un éleveur en fait qui, lui, tant qu'il peut récolter du foin, il va essayer de récolter. Vous voyez, là, on était au 19, date de récolte, au 19 septembre. On a pu le faire en 2019. Cette année, c'était impossible par la pluviométrie. Quantité de matière sèche produite à l'hectare, 1,5 tonne. On n'est pas rentré pour 500 kg non plus. Les résultats financiers. Donc, chez Cédric Dor, on va se concentrer. Alors, je reprends ma petite souris. On va se concentrer sur le nombre d'UGB qui, de 2015 à 2018, n'a pas augmenté sur l'atelier lait. On était à 93 UGB. Par contre, on a diminué fortement les concentrés. Du coup, on a diminué aussi la production laitière, puisqu'on a vu que notre pâturage diminue fortement quand même en été. On a beaucoup moins de matière azotée et d'UF. Et l'éleveur a fait le choix de désintensifier la production laitière, mais d'intensifier son production fourragère. Et en 2018, on n'avait pas encore, l'affouragement en verre venait tout juste de commencer avec les luzernes. Les charges opérationnelles restent à peu près fixes puisqu'on diminue la quantité de lait. Par contre, on a un produit qui augmente. Alors, la qualité du lait, déjà d'une part, et puis surtout, d'autre part, chose qu'on n'avait pas avant, c'est l'engraissement. Puisque du coup, maintenant, il y a l'engraissement des abondances. À chaque fois qu'elles sont taries et au lieu d'être vendues en l'état derrière un tarissement, quand c'est le moment d'être réformées, eh bien, elles sont engraissées. Et une marge brute qui augmente au millilitre. Donc ça, c'est quand même très avantageux, même si on fait moins de lait. Et bien sûr, avec les luzernes qui sont arrivées fin d'année 2017, là, début 2018, on a commencé à faire de la vente sur pied. Donc, il a amélioré son revenu aussi grâce à la vente des fourragères. Ce qui veut dire que sur 173 hectares, on est passé de 89 000 € en marge brute à 107 000 € tout en réduisant la production laitière. Donc, c'est vraiment, on travaille vraiment sur la marge. Et pourquoi je vous ai mis 2015? Parce qu'en fait, c'est pour réaliser que c'était un exploitant qui était tout en intensif avant.
les vaches produisaient entre 17 et 20 litres. Les abondances, un peu moins, parce qu'après, il a changé le troupeau. Il est passé de Montbéliard, il est passé beaucoup avec des abondances. Enfin, tout le troupeau est passé en abondance. Et c'était un producteur, vous voyez, il y avait 357 hectares. C'était un producteur de céréales, donc avec du coup vraiment dans la tête une idée d'intensification de la production en tout, et qui a complètement changé de vision suite à la mise en place du pâturage. Ensuite, Aurélien Grand, eh ben, lui, ça va être vite résumé, puisque on a diminué un petit peu le nombre de gelées, certes, mais on a fortement diminué les concentrés achetés grâce à une amélioration déjà à la pâture qui commence plus tôt et qui se termine plus tard. Et moins aussi, comme on a augmenté la quantité de matière sèche à l'hectare, il a besoin de moins de foin durant les saisons d'été. Et ensuite, le foin étant meilleur, donc du coup, on a diminué aussi les aliments achetés. Des charges opérationnelles qui ont diminué et un EBE qui a augmenté, qui se maintient en fait aujourd'hui entre 30 et 26 000 là, sur les derniers résultats que j'ai eus de 2019. Et des résultats d'exploitation en 2018, on est à 15 575 €. Donc, on espère qu'en ayant créé l'atelier chèvre, on sera encore sur cette, on aura doublé en fait ce résultat d'exploitation. On aura les résultats en 2021. Donc, en conclusion, on peut dire que, ben voilà, quand vous mettez en place un pâturage tournant, vous avez des vaches qui sont très calmes et qui, même si le fil est par terre, là, vous voyez, c'est une photo prise chez Aurélien Grand, des vaches à l'engraissement, et elles attendent en fait qu'on arrive pour changer de parc, même avec un fil par terre. Merci pour tout, pour votre attention. Et si vous avez des questions, ben, c'est le moment. Je vais repasser la main à Benoît, peut-être s'il y a des questions. Oui. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de questions. Ah, je sais pas est-ce qu'on est assez clair ou... Non, mais ça doit être très clair. Vous pouvez poser des questions par l'onglet questions, mais aujourd'hui. Mais bon, moi j'en ai des questions. Ah. Mais la question, c'était aussi la mise en œuvre de ces techniques-là demande quand même un temps d'apprentissage de la part de l'éleveur. Moi, ma question, c'était comment vous accompagnez les éleveurs en fait? Sous quelle forme et combien de temps ça peut prendre? Alors, moi, je réponds pour ma partie parce que, alors moi, je les accompagne sous une forme de formation dans une première partie, c'est-à-dire qu'ils font la formation au pâturage tournant dynamique, où là, ils apprennent le cycle de la plante, comment gérer les différents types de pâturage, la mise en place. Et ensuite, au cours de cette formation, il y a 4 jours en tout, donc on voit le temps de travail que ça donne. On voit la résilience, donc on va voir les différentes espèces qu'on peut mettre en place sur les pâturages, si on est sur des prairies temporaires ou même sur des sursemis. Et on voit avec l'éleveur la mise en place de son pâturage en fonction de l'entrée qu'il veut faire. S'il veut faire une entrée par les sols ou s'il veut faire une entrée par le nombre d'animaux. Donc tout ça, c'est dans une phase de pâturage avec une partie chez l'éleveur. On a une demi-journée consacrée rien qu'avec l'éleveur. Ensuite, suite à cette... ouais. J'imagine que la première année, oui, je disais que la première année, c'est il y a un état des lieux, mais combien de temps vous donnez pour arriver à un objectif quand même qui a d'organisation assez ambitieux souvent? Oui, l'organisation ambitieuse. Alors, pour un éleveur qui va partir avec juste un lot ou un lot de terre ou un lot d'animaux à mettre en pâturage, moi, je les accompagne après souvent une année de plus. Derrière la formation, ils prennent un accompagnement sur 1 an de plus pour les aider à gérer les pratiques derrière. Donc, les aider à faire la mise en place et ensuite les aider sur la pratique à avoir sur le pâturage. Parce qu'il y a toutes les pratiques qu'on n'a pas vues là, mais qui viennent derrière en plus, qu'on peut adapter et adopter aussi, parce qu'il faut qu'ils se les approprient et il faut qu'ils s'approprient leur terroir et la manière dont pousse l'herbe sur l'assolement. Okay. Et pour des plus compliqués, aujourd'hui, sur les plus compliqués, les éleveurs qui vont plus loin, j'ai des accompagnements, ça fait 4 ans que je continue de suivre.
Par contre, sur les 2 premières années, on est à peu près 4 journées de suivi dans l'année. Et après, on est à 2 journées de suivi dans l'année. Ça suffit pour les aider. Nous, pour l'Aveyron, oui. Du coup, on propose des formations collectives dans les agriculteurs, un peu sous la même forme que vous en Haute-Garonne. On fait des formations de 4 jours, donc une demi-journée chez les exploitants, où là, en fait, on fait le tour des parcelles avec les agriculteurs et on fait le découpage avec lui, on essaie d'estimer les potentiels des cycles à chaque pousse avec les exploitants. Et après, bon, le reste, du coup, c'est en collectif. On a une journée plutôt théorique sur les bases de la pousse de l'herbe et comment organiser ce pâturage. Et après, on organise des journées rencontres terrain, soit chez des agriculteurs de la formation pour voir où ils en sont, qu'est-ce qu'il faudra améliorer ou pas. Enfin, voilà. Et après, on essaie d'aller voir aussi des agriculteurs qui pratiquent le pâturage tournant depuis plusieurs années pour favoriser l'échange et avec les agriculteurs expérimentés et ceux en formation pour qu'ils apprennent et puissent se poser aussi leurs questions et voir l'écosystème, etc. Ok. Est-ce que j'avais une question aussi, moi, pour Carole. Oui. Dans les découpages et l'organisation que tu as montré, il Oui. arrive pas où les parcs sont vraiment très petits, notamment je pense à l'éleveur qui fait de l'engraissement. Est-ce que on n'atteint pas une forme de limite de taille de découpage? Parce que là, on a l'impression que c'est vraiment des tout petits carrés qui ont été faits. Oui, c'est 6 arts, ça fait pas grand. Ouais. 6 arts, c'est pas grand. Et effectivement, quand on voit la plupart, en fait, 6 arts, c'est pas grand, mais quand on passe 10 vaches sur 6 arts, étonnamment, ça passe très bien. Après, elle reste pas 10 jours, hein, puisqu'elle passe à la journée, donc c'est 24 heures, une journée pleine plus une nuit. Oui, effectivement, on voit que dans la théorie, sur un troupeau classique, normalement, il faut faire des largeurs de 20 à 25 mètres, 20 mètres minimum, pour pas avoir d'animaux qui vont se tamponner régulièrement, notamment par rapport à les dominants-dominés. Idem par rapport à l'eau, on n'a pas parlé des métrages par rapport à l'eau, mais on s'aperçoit qu'au-delà de 200 mètres, quand l'eau est à plus de 200 mètres, il y a une grosse problématique dominés-dominants, mais aussi d'animaux qui mettent plus de temps à manger et qui du coup se retrouvent à pas boire du tout au niveau du troupeau, et donc du coup on aura des animaux qui vont maigrir et on n'aura pas de qualité ni de lait, on n'aura pas de production laitière ni de viande. Alors oui, c'est des micro-parcelles, mais ça passe très bien. Aujourd'hui, voilà, quand on met les animaux dedans, ça passe sans problème. Une question de Claire. Oui. La mise en place du pâturage tournant, tel que vous l'avez présenté, peut-être parfois une grosse réorganisation du travail. Oui. La dimension de travail est réfléchie et travailler avec l'éleveur. Oui, la dimension de travail, nous, est prise en compte. On a une demi-journée complète avec l'éleveur, enfin avec le collectif, sur le journée de travail que ça peut prendre, la mise en place de ce pâturage, parce c'est surtout sur la mise en place. On a une grosse mise en place à faire, et si la mise en place est mal faite, l'éleveur va passer du temps à courir après ses clôtures et après ses troupeaux, notamment pour le cas du deuxième éleveur où il a mis 5 troupeaux. En fait, au printemps, il a 5 troupeaux qui tournent à surveiller. Mais et oui, avec du recul, aujourd'hui, comment les éleveurs perçoivent l'organisation du travail, ceux qui ont de l'expérience notamment? Alors, ceux qui ont de l'expérience, ils disent clairement que le travail qu'on fait plus à l'intérieur, de donner à manger, ce temps de travail-là n'est pas enlevé du tout, puisque c'est le temps de travail qu'on va prendre à aller voir les animaux et à faire le changement de l'eau ou ouvrir un parc, surtout si on a plusieurs lots. Donc, en fait, pour eux, aujourd'hui, dans la réflexion, c'est le temps de travail qu'on passait en bâtiment. Il ne faut pas dire on l'enlève, on l'aura, mais sur un temps de pâturage. Je ne sais pas si j'étais assez explicite. Et Ouais. après,
Ce qui ressort beaucoup, C'est bon. c'est le bien-être. C'est le bien-être de l'éleveur. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'éleveurs qui me disent on sort je préfère aller changer mes animaux de parc, les voir brouter, que aller mettre en route ma mélangeuse. Et ça, c'est ce qui ressort beaucoup moi, dans tous les pâturages que j'ai mis en place. Voilà, j'ai 20 suivis à chaque fois. Hein. Chaque année, j'ai une vingtaine d'agris que j'ai en suivi. C'est des anciens, des nouveaux qui arrivent. Et depuis 2013 qu'on met en place les formations, j'ai commencé très fort. Je formais entre 10 et 12 éleveurs pendant les 3 premières années en collectif. Et aujourd'hui, je suis à 5 éleveurs, à peu près 4-5 éleveurs formés à chaque fois en collectif. Donc, on prend un peu plus de temps pour chaque dossier, on va dire, sur chaque année, quoi. On peut dire aujourd'hui qu'un éleveur qui serait intéressé par la mise en œuvre de ce pâturage tournant, on pourrait lui conseiller de passer d'abord par des formations dans un premier temps Ouais. près des champs d'agriculture. Alors, ouais, je pense passer par de la formation, c'est important pour faire une réflexion quand même c'est-à-dire que se lancer du jour au lendemain en pâturage tournant comme ça, là, avec des parcellaires où on est à 1 jour, à 3 jours de rotation, ça demande de la réflexion pour savoir sur quel type de parcellaire on met l'engraissement, sur quel type de parcellaire on va mettre les vaches laitières, parce que il faut adapter dessous la fleur qu'on a. Et on ne peut pas se lancer du jour au lendemain sans trop y avoir réfléchi quand même au préalable. Voilà. Sur des éleveurs qui ont déjà un parcellaire à peu près prêt et plat aussi, parce qu'il faut voir que là, j'avais un éleveur, c'était plat, mais l'autre éleveur, Aurélien Grand, c'est pas plat du tout. Donc, pour des parcellaires où c'est plat, on peut se permettre de dire, eh ben voilà, tu as un troupeau, un petit trou, un lot. Tu veux essayer le pâturage, commence avec un lot. Et une fois que tu as commencé avec un lot, eh ben, au fur et à mesure, on passera l'ensemble de l'exploitation si c'est vraiment ce que tu veux mettre en place sur ton exploitation. Voilà. Commencer par la formation et un lot d'animaux ou un lot de parcelles, c'est plus facile à gérer. Il ne faut pas s'en mettre trop devant dès la première année. Ça peut faire peur. Le deuxième éleveur qui est passé dès la première année avec tous ses lots, j'en ai d'autres comme ça, enfin j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3, qui ont voulu comme ça passer tout d'un seul coup. Franchement, j'ai eu des périodes où ils m'ont appelé en me disant j'en ai marre, j'arrête tout. J'arrête tout, je remets tout comme c'était parce qu'ils se font déborder par l'herbe, il y a les foins qui arrivent en même temps, ça fait une somme de travail très importante, des clôtures cassées par les bêtes sauvages. Donc, du coup, il faut voir tout ça dans la somme de travail. Ok, c'est bon. Écoutez, Carole et Sandra, merci beaucoup de votre présentation. J'espère que ça a permis de vous faire découvrir un petit peu ce que ça voulait dire le pâturage tournant sur la région. Les coordonnées de Carole et Sandra sont disponibles. Vous recevrez certainement les éléments pour ça si vous avez besoin de poser des questions un peu plus.